Je vous propose aujourd'hui une promenade dans l'exposition qui s'est tenue au printemps 2025 au musée Picasso à Paris, sous le titre L'art dégénéré, le procès de l'art moderne sous le nazisme. Une exposition donc sur l'art dégénéré, c'est-à-dire sur les attaques méthodiques du régime de l'Allemagne nazie contre l'art moderne. En effet, les 2 décennies qu'a duré le régime nazi en Allemagne ont été marquées par un processus systématique de diffamation des différents courants de l'art moderne, de persécution des artistes et de purge méthodique des collections publiques allemandes. C'est cela que l'on peut entendre par art dégénéré, et c'est ce processus de persécution et de diffamation et de purge est plutôt surprenant parce que, au fond, au début du XXe siècle, l'Allemagne apparaissait comme une sorte de leader, si j'ose dire, dans le domaine de la connaissance et de la diffusion de l'art moderne. Par exemple, si l'on considère l'œuvre de Pablo Picasso, on peut dire que le premier musée au monde à avoir intégré une œuvre de Picasso dans sa collection, c'est le musée d'Elberfeld, près de Wuppertal, en Allemagne. Et les musées allemands ont accueilli rapidement des œuvres de Cézanne, de Matisse, de Braque, bien avant que ces artistes soient reconnus en France. Ceci, c'était avant la Première Guerre mondiale, au temps du Deuxième Reich. Mais après la guerre, à l'époque de la République de Weimar, eh bien, le processus a continué. Le régime de Weimar a fortement soutenu, on pourrait dire, l'art moderne en enrichissant les collections des musées allemands. Au point que, lorsque, dans la deuxième moitié des années 20, à New York, il est question d'établir ce qui sera le MoMA, le Museum of Modern Art, le fondateur, pas le fondateur au sens financier des choses, mais le fondateur au sens artistique, c'est-à-dire Alfred Barr, va en voyage d'études, on pourrait dire, en Europe en 1927-1928 pour examiner comment se présentent les musées d'art moderne et il découvre les musées allemands et il fait l'éloge des musées allemands et de leur collection d'art moderne. Toutefois, l'art moderne suscite dès le départ des controverses en Allemagne. Ces controverses s'expliquent essentiellement, on pourrait dire, par le nationalisme. L'art moderne est souvent conçu comme un art français et donc un art euh, contraire, opposé à l'art allemand. Un art français ou en tout cas un art étranger, certainement. Par exemple, en 1911, lorsque le musée de Brême achète une toile de Van Gogh, le Chant de Coquelicot, eh bien, cela déclenche des discours chauvins et populistes en Allemagne. Alors, au cœur de cette histoire de l'art dégénéré, il y a justement le terme de dégénéré, de dégénérescence. C'est une notion qui émerge au cours du XIXe siècle dans différentes disciplines, et qui finit par constituer le cœur de la vision du monde nazie. On voit je reviendrai en détail bien sûr sur cet aspect, mais on voit s'introduire dans l'histoire de l'art des théories racistes. L'art moderne n'est plus compris que comme une production d'idiots, de malades mentaux, de criminels, de spéculateurs, de bolcheviques, de juifs. Et donc, pour faire advenir un art saint, image de la race allemande, il faut une vraie révolution culturelle nazie et il faut marginaliser, stigmatiser, éliminer l'art moderne. Ce faisant, la campagne contre l'art moderne, on va appeler ça de manière générale l'art dégénéré, cette campagne contribue au processus de stigmatisation et d'élimination de catégories entières de la population en Allemagne de 1933 à 1945. Entartete Kunst, c'est une expression allemande qui signifie l'art dégénéré. Et cette expression désigne en fait deux choses. D'une part, au sens absolu, une exposition qui se tient à Munich en 1937, et d'autre part, tout le processus de mise en cause de l'art moderne, d'exclusion de l'art moderne des musées, tout le processus de persécution des artistes qui sont livrés à la vindicte populaire, qui sont menacés physiquement, qui sont démis de leurs fonctions, qui sont interdits d'exposition et qui, même parfois, sont contraints à l'émigration. Donc c'est ce processus que l'on entend par l'expression d'art dégénéré.
L'apogée de cette campagne est donc l'exposition de Munich de 1937. Alors il faut préciser qu'il y a deux expositions à Munich en 1937. L'exposition d'art dégénéré, que l'on vient de voir avec la première photographie, et une autre exposition qui se tient au même moment, à côté, qui est la grande exposition d'art allemand, qui reçoit aussi la visite des dirigeants du régime, évidemment, et qui reçoit surtout la visite des dirigeants du régime. Et cette grande exposition d'art allemand a pour ambition de montrer les réalisations de l'art pur, de l'art saint, de l'art allemand, par différence et par opposition et par contradiction avec l'art dégénéré exposé tout à côté. Donc, chemin faisant, nous allons observer quelques-unes des œuvres qui ont été exposées dans ces galeries de Munich de 1937, et notamment cette tête de Rudolf Belling. La tête en laiton, créée en 1925 par Rudolf Belling, est une sculpture caractéristique de l'art déco. On dit qu'elle représente Toni Frieden, une danseuse qui était aussi l'épouse de l'artiste. Il se peut aussi que l'artiste ait été influencé par la figure de la Madone. Quoi qu'il en soit, il réussit ici à capter le mouvement avec un jeu subtil sur l'espace. On remarque la mèche de cheveux, par exemple, qui traverse la tête et semble flotter dans l'air. Elle crée une sorte d'interaction entre le vide et la matière, ce que semble suggérer aussi le traitement des orbites, qui sont creuses et qui, en quelque sorte, intègrent l'espace à la composition. Quant au laiton, son choix ne doit rien au hasard. Il donne à l'œuvre une élégance et une modernité tout à fait dans l'air du temps, des années 20. Belling est un artiste aux facettes multiples. Il est capable de produire des œuvres d'inspiration expressionniste ou futuriste. Il est capable de produire des sculptures abstraites ou des sculptures plus nettement réalistes. Cette tête en laiton a néanmoins une histoire assez compliquée. Euh, Elle est donc présentée dans l'exposition L'art dégénéré de Munich en 1937. Elle est donc montrée comme un symbole de l'art dégénéré. Mais durant l'exposition, qui se tient aussi à Munich en 1937, la grande exposition d'art allemand, eh bien, on peut voir une sculpture de Rudolf Belling, un portrait du boxeur Max Schmeling, qui est donc montré dans une exposition où l'on fait l'éloge de l'art allemand. Et on finit par remarquer l'espèce de paradoxe qu'il y a à voir le même sculpteur considéré comme un tenant de l'art allemand et en même temps dénoncé comme un exemple de l'art dégénéré. Lorsque cette constatation a été faite, alors la tête en laiton a été retirée de l'exposition L'art dégénéré. Était exposée aussi la rue de Ernst Ludwig Kirchner. Les scènes de la rue à Berlin de Kirchner sont un cycle de 11 tableaux illustrant la transformation de Berlin en métropole avec une attention particulière accordée aux figures de la rue. Ce cycle est une référence majeure de l'expressionnisme allemand, combinant des influences futuristes et maniéristes. Le tableau La rue, l'un des 11 tableaux donc, de la série, ce tableau a été acquis par la National Gallery de Berlin en 1920. Le tableau a été dénoncé plus exactement dans l'exposition L'Art dégénéré de 1937. Il a été stocké à Berlin au château de Schönhausen en attendant qu'on statue sur son sort. Et il a été vendu lors de la vente aux enchères de Lucerne en 1939. Il a fini par être acquis par le musée d'art moderne de New York. Donc la persécution de l'art moderne, c'est un véritable dispositif qui inclut des expositions diffamatoires, des purges des collections des musées, des confiscations d'œuvres d'art, des lois qui sont mises en œuvre aussi, et cela dès l'arrivée des nazis au pouvoir. Euh, les expositions d'art dégénéré, il y en a donc plusieurs, celle de Munich de 1937, c'est le couronnement du processus. Ces expositions ont une fonction précise. Il s'agit de mettre en scène ce que l'on entend par l'art dégénéré afin de discréditer les œuvres et les artistes. Dans certains musées, des panneaux affichent le prix qui a été payé, par exemple, pour telle ou telle œuvre, suggérant un gaspillage des fonds publics.
Et ces expositions sont donc conçues pour être infamantes, pour euh, décrier l'art moderne. Ces œuvres sont présentées comme nuisibles, comme pathologiques, elles sont assimilées à des déchets qu'il convient d'éliminer. Et toute cette rhétorique de l'art dégénéré s'appuie, comme on va le voir, sur de véritables théories. En fait, ce n'est pas du tout une lubie du moment. Il y a une idéologie de l'art dégénéré qui coïncide très bien, qui s'insère très bien dans l'idéologie nazie. Cette campagne s'étend donc sur une vingtaine d'années. Elle culmine surtout dans les années 30. George Grosz, dans son œuvre Métropolis, donne une vision du chaos qui règne dans les grandes villes occidentales. À l'époque où il peint cette toile, c'est-à-dire durant la guerre, Berlin est une ville marquée par des conditions de vie très difficiles. Les récoltes de pommes de terre ont été mauvaises et la population doit subir un strict rationnement. Cette période a même été surnommée l'hiver des navets, car ce légume devient la base de l'alimentation. La scène donc se déroule à Berlin. On le voit à travers le nom de l'hôtel Atlantique, qui est un établissement très emblématique de la capitale allemande à l'époque. Le peintre adopte un style cubiste et futuriste pour illustrer une foule déshumanisée, prise au piège d'un mode de vie infernal. Et il accentue cette impression avec des lignes de fuite très marquées qui créent une dynamique oppressante autour de l'immeuble et aussi en utilisant ce rouge intense, presque irréel, qui semble émaner du soleil brûlant. La mort est omniprésente dans cette peinture. On voit par exemple sur la gauche une sorte de corbillard. Ici, on voit un personnage un peu fantomatique qui semble recouvrir d'un linceul les vivants, donc une impression funèbre. Et pourtant, malgré cette atmosphère pesante, la toile laisse entrevoir une lueur d'espoir. Après tout, sur la façade de l'hôtel, il y a une étoile filante. Et puis, en haut à gauche, dans le coin du tableau, on voit un drapeau américain qui, pour l'artiste, suggère peut-être une possibilité d'évasion. C'est ce qu'il suggère dans sa peinture, c'est aussi quelque chose qu'il vit dans sa vie personnelle, puisque Georges Grosz émigre aux États-Unis au début des années 30, à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il va d'ailleurs américaniser son nom. Il était Georg Grosz et devient George Grosz. Le tableau connaît l'histoire assez caractéristique des œuvres exposées à Munich en 1937. C'est d'abord un tableau qui avait été acheté par la Kunsthalle de Mannheim en 1924. C'était l'une des premières œuvres de Gross à intégrer une collection publique allemande. Cette œuvre est bien sûr dénoncée dans l'exposition de Munich en 1937. Elle est ensuite vendue lors de la vente aux enchères de Lucerne en 1939 et elle finit par être achetée par un collectionneur américain. Et Grosz lui-même finit par racheter cette œuvre aux États-Unis. Aujourd'hui, cette œuvre figure parmi la collection du musée Thyssen-Bornemisza de Madrid. Les œuvres modernes sont présentées comme nuisibles, comme pathologiques. Elles sont assimilées à des déchets qu'il faut éliminer. Et cette rhétorique n'est pas simplement le reflet d'une obsession du moment, c'est une véritable idéologie. Il y a au cœur même de l'idéologie nazie une idéologie de l'art dégénéré. L'idéologie nazie insiste sur la purification culturelle qui doit découler de ces politiques d'exclusion et d'extermination. Alors les artistes en question sont rejetés hors du temps, hors du présent et hors de l'avenir, peut-on le penser, et certains artistes comme Otto Dix expriment leur angoisse face à cette exclusion et malgré tout gardent l'espoir que le futur reconnaîtra finalement la valeur de leur œuvre. Otto Dix est une figure emblématique du courant esthétique nommé Neue Sachlichkeit, donc la nouvelle objectivité. Il montre ici un portrait du peintre Franz Radziwiłł. Ce qui frappe tout de suite dans cette peinture, c'est la fusion entre réalisme et symbolisme, ce qui donne une profondeur psychologique au portrait. Radziwiłł y apparaît rigide, pensif, euh, et cela est mis en valeur par une palette sombre et un éclairage, disons, dramatique.
Comme c'est souvent le cas avec Autodix, l'arrière-plan est très détaillé. Le peintre ne se contente pas de peindre un décor, il raconte une histoire, il reflète l'état d'esprit de son modèle et peut-être le contexte historique de l'époque. Ce portrait s'inscrit donc pleinement dans la tradition du portrait psychologique qui cherche à révéler la personnalité plutôt qu'à se limiter à une simple représentation extérieure. Et bien sûr, fidèle à son style incisif, Autodix confère à Radziwiłł une aura presque inquiétante qui traduit l'incertitude du moment et l'incertitude du peintre lui-même. En effet, Franz Radziwiłł est un peintre qui a développé plusieurs manières. Il y a toute une partie de son œuvre dans les années 20 qui est caractérisée par, disons, l'expressionnisme et puis et même le symbolisme aussi. Et puis par la suite, il développera une autre manière que l'on appelle le réalisme magique. Et donc il produit une œuvre très importante, près de 850 peintures à l'huile, 2000 aquarelles, enfin vraiment une œuvre considérable qui est connu en Allemagne, mais le parcours du peintre a été heurté. Ce parcours a été marqué par des choix lourds de conséquences. C'est un artiste donc dans les années 20, mais dans les années 30, il continue sa production bien sûr, mais dans les années 30, il est membre du parti nazi. Il occupe donc un rôle dans la propagande culturelle. Il est nommé professeur à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf en 1933. Et pourtant, très vite, en 1935, il en est écarté parce que l'on se souvient de ses premières œuvres des années 20, des œuvres que l'on considère en 1937 comme dégénérées. Et donc, malgré ces tentatives de conformisme, en quelque sorte, dans les années 30, Radziwiłł se retrouve interdit d'exposition jusqu'à la fin du régime nazi. Ensuite, il continue son travail dans une sorte d'oscillation entre adhésion au système des deux Allemagnes et critique du système. Son parcours et son œuvre restent donc marqués par cette tension qui constitue un éclairage particulier sur la période. Le concept de dégénérescence émerge à la fin du XVIIIe siècle dans le domaine de l'histoire naturelle, de la médecine et de l'anthropologie, avant de se diffuser rapidement dans le courant du XIXe siècle. Cette notion est étroitement liée à la théorie de l'évolution, qui est introduite donc au début du XIXe siècle et qui accrédite l'idée d'une espèce humaine qui n'est plus immuable depuis la création, mais qui est au contraire engagé dans un processus d'évolution à travers le temps, et une évolution pas toujours en bien. Alors cela peut éventuellement nourrir le mythe du surhomme, de l'homme nouveau, mais cela nourrit aussi, et peut-être surtout, le discours sur la dégénérescence qui produit un imaginaire angoissant où l'homme ne cesse d'être menacé par la régression vers la bestialité, la difformité physique ou le désordre psychique. Et Van Gogh devient un témoin de cette dégénérescence. Van Gogh peint l'Arlésienne en 1888. C'est une peinture qui représente Madame Ginoux, tenancière du Café de la Gare à Arles. Ce portrait fait partie d'une série inspirée à l'auteur par l'attrait qu'il développe pour les costumes régionaux et pour les figures populaires. Le tableau se distingue par des couleurs vives et contrastées. Madame Ginoux, pensive, est attablée à une table verte. Elle est assise sur un fauteuil orangé et elle se détache sur un fond jaune éclatant. Van Gogh réussit à saisir son expression méditative avec une touche vive et expressive, influencée par l'art japonais. Alors quel rapport avec l'art dégénéré? Disons, il n'y a pas de rapport entre cette toile et l'exposition L'Art dégénéré de 1937 à Munich. Mais il y a un rapport entre cette toile et la notion d'art dégénéré. En effet, à la fin du XIXe siècle, les critiques euh, se développent et accusent des artistes modernes d'avoir détruit l'idéal de beauté, qualifiant leurs œuvres d'art dégénéré. Et Van Gogh devient l'archétype du peintre fou. Plusieurs de ses toiles seront retirées des musées allemands en 1937. Cette toile n'appartient pas à un musée allemand en 1937, elle appartient à une collectionneuse, une
personne privée donc, qui vit à Berlin et qui doit quitter l'Allemagne pour fuir donc les persécutions. Ses biens sont confisqués. Elle réussit néanmoins à sauver quelques-uns des tableaux qu'elle possède, notamment celui-ci, qu'elle a donc conservé et dont elle fait don à la France le jour de la libération de Paris en 1944. Si la paléontologie et l'archéologie traitent des ruines et des fossiles, la médecine moderne des XVIIIe et XIXe siècles s'interroge sur la vulnérabilité et la perfectibilité de la vie et de l'humanité. Les ruines et les fossiles alimentent une réflexion sur la finitude humaine. Et donc la notion de dégénérescence désigne ces processus de déclin physique et moral. Elle devient centrale dans la médecine du XIXe siècle. La psychiatrie propose une classification des dégénérés selon des causes génétiques et environnementales à l'œuvre dans une société confrontée à l'urbanisation, à l'industrialisation. Et puis la notion de dégénérescence est associée à la criminalité en renforçant les préjugés sociaux darwinistes. Avec cette peinture, Raffaelli nous donne une scène poignante de vieillard en convalescence, ce qui est un sujet peu abordé à l'époque. La toile montre des figures marquées par le temps qui sont assises à l'extérieur ou qui se promènent dans une atmosphère de mélancolie et de résignation. Leurs postures et leurs expressions traduisent la fragilité et la solitude. Avec des couleurs sobres et une lumière subtile, Raffaelli renforce l'émotion de la scène. Cette peinture a été exposée au Salon de 1892 et elle inscrit le peintre dans le courant, dans la lignée, disons, proche de Millet ou proche de Courbet. Euh, on pourrait faire de Raffaelli un tenant de l'art social du XIXe siècle. Et ensuite, un auteur comme Max Nordau élargit le concept de la dégénérescence à la civilisation européenne. Donc, l'œuvre de Nordau Entartung est publiée en allemand en 1892-93. C'est la première édition, il y a de nombreuses éditions ensuite. Et puis, l'œuvre est publiée, comme vous voyez, en français une dizaine d'années plus tard. Alors, cette œuvre s'appuie sur le traitement d'un vaste corpus artistique, principalement littéraire, il faut dire, plus que pictural. Et Nordau dresse un constat pessimiste de la société de son temps. Selon lui, les courants esthétiques modernes ne sont pas des avancées, mais des symptômes, au contraire, d'une dégénérescence collective. Euh, Nordau ne voit pas l'art comme une avant-garde intellectuelle, mais il le voit comme le signal d'un atavisme dégradé. Il rejette l'idée que les écoles artistiques annoncent l'avenir, elles lui paraissent au contraire être le témoignage du passé et de l'épuisement général. Et le texte est d'une grande violence. Par exemple, Nordau s'en prend à Émile Zola. Il le qualifie de dégénéré atteint de coprolalie, c'est-à-dire ayant un discours argotique qui est celui du criminel né, pourrait-on dire. Nordau accuse Zola d'être un psychopathe obsédé par la sexualité et les scènes animales. Et l'approche naturaliste de l'auteur lui paraît être euh, empruntée au discours médical. Mais Nordhaus s'attaque aussi à Verlaine, qui est décrit comme un dégénéré, au crâne asymétrique, au visage mongoloïde. Euh, Verlaine est présenté comme un amateur de boissons, un dipsomane marqué par l'aliénation. Nordhaus dépeint Verlaine comme un rêveur émotif luttant contre ses instincts, un radoteur incohérent, et il estime que son état intellectuel est plus détérioré que celui des aliénés internés. Et la violence du propos de Nordau est tout à fait frappante, même encore aujourd'hui quand on lit le texte. Lovis Corinth peint ce portrait peu de temps avant sa mort. C'est donc une œuvre qui reflète la maturité artistique de l'artiste et qui allie réalisme et touche expressive, typique de l'expressionnisme tardif. Le modèle est Bernd Grunwald, qui est un peintre norvégien. Euh, le visage est peint avec précision et contraste avec l'arrière-plan plus libre et dynamique. Cette opposition traduit l'émotion et la profondeur psychologique
que recherche Lovis Corinth. Les couleurs chaudes et froides se répondent. Elles sont animées par des coups de pinceau visibles qui donnent au modèle une impression de vitalité. La lumière et les ombres renforcent sa présence, lui conférant une sorte d'aura introspective. Oskar Kokoschka est une figure majeure de l'expressionnisme autrichien qui a révolutionné la peinture au début du XXe siècle par son approche audacieuse. Cette peinture, vieil homme, illustre le style énergique et expressif de l'artiste, où l'émotion brute l'emporte sur la représentation académique. On y voit un homme âgé avec une intensité frappante, les traits accentués, des coups de pinceau vifs, des couleurs éclatantes, donnent à l'image une expressivité dramatique. Plus qu'un simple portrait, Kokoschka cherche à révéler l'intériorité du modèle. C'est une peinture qui date de 1909, et 1909, c'est le moment où, à Vienne, on monte la pièce de théâtre que Kokoschka a écrite sous le titre Mörder, Hoffnung der Frauen, le meurtrier, espoir de la femme. Cette pièce fait scandale et assoit la réputation provocatrice de Kokoschka. Cette énergie se retrouve à travers sa gestuelle picturale nerveuse. À cette époque, Kokoschka s'affirme en tant qu'artiste indépendant, influençant durablement l'expressionnisme européen. Autrement dit, il a tout pour devenir l'un des symboles de l'art dégénéré qui sera exposé à Munich en 1937. La lecture symptomatologique de l'art que Nordau introduit devient une spécialité clinique. C'est l'œuvre, par exemple, du docteur Prinzhorn, Hans Prinzhorn, qui est un médecin aliéniste. Et Prinzhorn analyse les dessins et les œuvres des patients qu'il traite dans son hôpital psychiatrique. Et il publie le résultat de ses réflexions avec des dessins. Il publie tout cela donc en 1922 dans le livre que vous voyez là, Bildnerei der Geisteskranken. euh, c'est un livre qui a du succès, qui est réédité de nombreuses fois, encore aujourd'hui, et c'est un livre aussi qui est édité plusieurs fois en français, comme on le voit donc à travers cette image. Alors il ne reste plus ensuite qu'à associer l'art contemporain à la dégénérescence raciale. Cette idée est diffusée par un autre auteur, Paul Schulze-Naumburg, qui est en fait un architecte ce personnage publie en 1928 un ouvrage donc intitulé L'art et la race, ouvrage dans lequel il établit donc un lien entre l'art et la race. Le raisonnement est le suivant: les œuvres artistiques reflètent en fait l'héritage biologique et racial de leurs créateurs, et il faut opposer complètement l'art classique idéal à l'art contemporain, qui est un art dégénéré. Et donc cette vision à la fois médicale et esthétique, cette vision légitime une politique d'hygiène raciale coercitive qui peut aller, qui doit aller jusqu'à la stérilisation et l'élimination. Et donc, le processus d'art dégénéré et l'exposition de Munich de 1937 sont à comprendre comme un outil dans le grand programme d'eugénisme qui est mis en place en 1933 et dans le grand programme d'assassinat T4, donc, qui intervient à partir de 1939. C'est dans cet ouvrage de Paul Schulze-Naumburg que l'on voit des exemples d'œuvres et d'œuvres de Picasso en particulier qui sont pointées du doigt, qui sont mises en rapport notamment avec des images médicales, comme on le voit à travers cette page donc de Kunst und Rasse de Schulze-Naumburg qui s'en prend, si on peut dire, au pastel de Pablo Picasso, nu assis, s'essuyant le pied. Comme on le voit, cette œuvre de Picasso est utilisée par Schulz-Naumburg euh, et est rapprochée d'une photographie d'un homme atteint d'acromégalie. En somme, il y a là une preuve de la dégénérescence de l'art dans l'esprit de Schulz-Naumburg. C'est surprenant parce que ce pastel illustre le retour de Picasso à une sorte de classicisme dans les années 20, après les audaces de la période bleue et surtout de la période rose. On remarque que Picasso a choisi un thème antique, le tireur d'épines,
et qu'il a introduit quelques éléments disruptifs, si on peut dire. Par exemple, la ligne d'horizon ici qui est marquée par un décalage tout à fait surprenant. Le pastel a été acquis par le marchand d'art parisien Paul Rosenberg. Il fait donc partie des œuvres spoliées à Rosenberg en 1940. Euh, Restitué après la guerre en 1945 à la famille, le pastel de Picasso témoigne des bouleversements artistiques et historiques du XXe siècle. Donc ce pastel n'est pas présenté dans l'exposition de Munich, mais il est un emblème de l'art dégénéré euh, tel qu'on le considère dans l'Allemagne des années 30. La théorie de la dégénérescence est pleinement intégrée dans l'idéologie nazie, euh, antisémite et raciste. Les influences étrangères sont accusées de corrompre la pureté de la race. Et donc, dans la logique nazie, elles doivent être traquées et éliminées sans pitié pour que la communauté nationale, purifiée, puisse produire un art à son image. Et donc, la campagne contre l'art dégénéré s'attaque frontalement à l'intérêt développé par les artistes de la modernité pour l'art africain et océanien. Et à cet égard, des peintres allemands comme Kirchner, qui ont cherché dans l'art extra-européen la source d'un renouveau de la figuration, sont particulièrement visés. Cette œuvre emblématique de l'expressionnisme allemand est due à Ernst Ludwig Kirchner, qui a été l'un des fondateurs du groupe Die Brücke. Elle est réalisée peu avant la Première Guerre mondiale et elle traduit l'anxiété de l'artiste à travers des couleurs vives et des formes anguleuses. Le masque, élément central de la composition, symbolise identité et dissimulation, renforçant une atmosphère trouble. Inspiré par l'art primitif, Kirchner cherche à exprimer une vérité brute, rejetant les conventions académiques pour capturer l'essence de la modernité. Dans cette peinture, Max Pechstein associe une statuette océanienne à des fleurs éclatantes, témoignant de son attrait pour l'art primitif et les couleurs intenses. Fidèle à l'expressionnisme, il privilégie une interprétation subjective plutôt qu'une représentation fidèle de la réalité. Cette œuvre illustre la quête d'une expression libre et vibrante, influencée par les cultures extra-européennes. Sont ciblés aussi les tenants du bolchevisme culturel. Alors, l'idée de bolchevisme culturel apparaît dans les années 20 pour critiquer l'avant-garde artistique. Elle est utilisée par les nazis pour discréditer l'art moderne, jugé décadent et dangereux. Alors, pourquoi ce lien entre bolchevisme et art? Euh, il faut comprendre qu'au début du XXe siècle, l'art moderne marque une rupture radicale avec les valeurs artistiques traditionnelles. Il s'organise autour de la perception individuelle et des émotions des artistes, rejetant les normes établies par la tradition. Ce rejet de l'autorité traditionnelle suscite des réactions contrastées. Certains y voient une source d'inspiration et de liberté. D'autres, au contraire, le perçoivent comme une menace et regrettent la stabilité qu'offrait l'ordre ancien. On peut donc parler d'une rupture moderniste. Eh bien, cette rupture moderniste coïncide avec un autre bouleversement majeur du début du XXe siècle, qui est la Révolution d'octobre en Russie. Les deux phénomènes sont à peu près contemporains. Et cette proximité temporelle conduit parfois à associer les nouvelles perspectives artistiques aux bolcheviks, marxistes-léninistes, juifs parfois, vainqueurs durant la Révolution. Cela dit, le lien entre modernisme et bolchevisme reste quand même très ténu et se limite surtout à une coexistence chronologique dans un contexte de grande instabilité de l'Europe. Néanmoins, l'association de l'art moderne et du bolchevisme circule dans le discours conservateur, nationaliste en Allemagne dans les années 20 et les années 30. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre dans le livre de Mein Kampf de Adolf Hitler. Hitler dénonce une série de styles contemporains comme du bolchevisme culturel, notamment l'art abstrait et l'école du Bauhaus. Hitler assimile le modernisme artistique à une pathologie à éradiquer. Il reprend certaines des thèses de Max Nordau sur la dégénérescence. Il faut se souvenir que Nordau n'était pas antisémite. D'ailleurs, il était juif lui-même. Alors c'est vrai qu'il percevait l'art
d'avant-garde comme une menace issue de la civilisation urbaine, mais ces théories sont détournées par les nazis pour justifier la censure artistique et la marginalisation des artistes modernes, comparés à des criminels corrompant la société. Otto Freundlich est l'une des grandes figures de l'art abstrait. Il crée hommage au peuple de couleur et en fait une œuvre qui célèbre l'unité et l'harmonie entre les peuples. Il s'agit d'un carton préparatoire pour un triptyque en mosaïque et Freundlich exprime à travers cette composition son engagement humaniste, on pourrait dire. Pour lui, l'abstraction est un moyen de dépasser les divisions sociales et raciales et construit une composition dynamique où formes géométriques et couleurs se mêlent, traduisant son idéal d'interconnexion universelle. Il voit les différences ethniques non pas comme un facteur de séparation, mais comme une richesse. La couleur joue un rôle essentiel. Les teintes variées interagissent, créent une harmonie qui renforce le message de fraternité. Son approche artistique s'inscrit dans une démarche engagée, résolument opposée aux idéologies totalitaires de son époque, et ce message reste particulièrement pertinent, évidemment, aujourd'hui. L'œuvre de Freundlich a été, bien sûr, diffamée, notamment pendant l'exposition de 1937. Elle est vendue et finit par entrer dans les collections du Centre Pompidou. Mais l'artiste lui-même est déporté en 1943 et il est assassiné au camp de Sobibor. Dans ces conditions, les artistes, les galeristes, les collectionneurs juifs sont aussi condamnés comme les agents d'une corruption généralisée et ils deviennent les cibles des attaques les plus violentes. L'élimination symbolique des artistes dégénérés prépare donc l'extermination physique de tous les individus jugés inaptes, déviants, étrangers à la race. Cette œuvre de Chagall est achetée par la Kunsthalle de Mannheim en 1928 et elle va être particulièrement ciblée par le régime nazi dans les années 30. Elle est, par exemple, promenée dans les rues en 1937, dénoncée comme un gaspillage d'argent public, avec un écriteau ironique disant: Vous qui payez des taxes, voyez où va votre argent. Bien sûr, elle est montrée à l'exposition Entartete Kunst de Munich, et elle est vendue au moment de la vente aux enchères de Lucerne. Euh, Elle est achetée par le musée de Bâle. Alors, cette toile de Chagall est très, très intéressante. Chagall est une figure emblématique du XXe siècle et il associe son héritage juif à son univers poétique. Ainsi, cette toile peut être considérée comme une, euh, un chef-d'œuvre entre tradition et modernité. Elle représente donc un rabbin absorbé dans la lecture d'un livre en hébreu et qui porte une prise de tabac à son nez. Alors, ce n'est pas simplement un détail, c'est la réminiscence d'une nouvelle de l'écrivain Isaac Leib Peretz qui raconte l'histoire d'un rabbin ayant vendu son âme au diable pour du tabac. Mais c'est aussi une allusion au Shabbat, puisque la prisée du tabac n'est pas interdite pour le Shabbat, alors que la cigarette l'est. Fidèle à son style, Chagall insuffle une ambiance onirique où formes et couleurs semblent flotter librement. Sa palette est riche en jaune de cadmium et de zinc, avec des variantes de texture et de contraste. La luminosité met en valeur le personnage et son geste. Déformation et perspective accentuent la dimension spirituelle de l'œuvre. Donc la prise rabbin incarne la sensibilité unique de Chagall où tradition et modernité picturale s'entrelacent, témoignant de son héritage et de sa liberté artistique par rapport au tourment de l'histoire. Comme on l'a vu, ce pastel de Picasso semble répondre à une esthétique classique qui séduit un public conservateur, mais Picasso y introduit des éléments perturbateurs comme l'horizon décalé par exemple et le cube sur lequel le modèle est assis. Il y a là un bouleversement des codes traditionnels. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette œuvre, c'est qu'elle est choisie par Schulze-Naumburg dans son livre L'art et la race comme un exemple caractéristique de l'art dégénéré.
Schulze-Naumburg, dénonçant les proportions exagérées et établissant un parallèle avec des photographies médicales, comme on l'a vu. Il assimile les œuvres modernes à des images de patients atteints de troubles physiques et psychiques. Et il va plus loin, en faisant de Picasso non seulement un peintre dégénéré, mais il en fait aussi un peintre juif. Dans les années 20 en France, il y a, autour de l'école de Paris, toute une série d'inquiétudes qui se font jour devant une régression de la tradition artistique française. On voit arriver des artistes étrangers, certains sont juifs, mais pas tous. On les accuse de corrompre l'art national, bien que la plupart s'assimilent. Cette idée se répand, alimentant une obsession pour les origines ethniques du cubisme, par exemple. Le cubisme, un art intellectuel, un art abstrait, qui a souvent été au départ considéré comme étant un art allemand et qui devient de plus en plus un art oriental, un art juif, pour ceux qui naturellement sont inquiets devant la rupture moderniste. Et parallèlement, une critique virulente vise les marchands d'art juifs accusés de manipuler le marché et de favoriser une putréfaction de l'art moderne. Ce discours, qui est très présent dans les milieux réactionnaires français, s'inscrit évidemment en résonance avec la campagne nazie contre l'art dégénéré qui se développe durant les années 30 en Allemagne. Et donc, dans les années 20 et les années 30, Picasso est décrit de part et d'autre du Rhin comme un artiste sans identité propre, comme une sorte de caméléon s'appropriant les styles des autres artistes et des autres cultures aussi. Alors c'est un fait que la manière de Picasso, au travers des périodes bleues, des périodes roses, change du tout au tout avec un rythme tout à fait remarquable. Et dans les années 20, on le voit revenir au classique, c'est ce qu'incarne ce pastel. La capacité qu'a Picasso à se transformer est interprétée comme une absence de sincérité artistique. Elle renforce donc les stéréotypes contre lui, stéréotypes antisémites du juif assimilé et nomade. Des critiques, et même Germain Bazin, dénoncent son instabilité et son incapacité à produire un art authentique. Au tournant des années 30, Picasso est assimilé à une figure diabolique incarnant le monstrueux et l'inhumain. On relie même cette monstruosité à son origine étrangère. Et en 1942, un artiste comme Maurice de Vlaminck lance un véritable brûlot contre Picasso. Maurice de Vlaminck reprend les thèmes de Picasso dégénéré et juif dans cette violente attaque. Il le présente, c'est une citation, comme l'impuissance faite homme. Son discours est marqué par des références antisémites et témoigne de la diffusion de l'image de Picasso comme peintre juif et dégénéré en France et en Allemagne. Et l'auteur a choisi deux dessins de Picasso pour montrer cette instabilité de la manière de l'artiste, le portrait d'Apollinaire et d'autre part l'autoportrait dans le style d'Ingres. Lutter contre l'art dégénéré, cela consistait à diffamer les artistes, à diffamer les œuvres aussi, et cela consistait également à éliminer les œuvres des collections des musées allemands. Ça s'est fait dans le courant des années 30, cela s'est fait systématiquement à partir de 1937, lorsque une commission spéciale a été mise en place chargée de filtrer, chargé d'épurer les collections publiques, commission dirigée par le peintre nazi Ziegler, Adolf Ziegler, que l'on voit ici devant Adolf Hitler, en train de présenter l'exposition Entartete Kunst de Munich, donc en 1937. Euh, de nombreuses œuvres ont été ciblées, visées par cette commission et certaines figuraient dans l'exposition de Munich, notamment celle qui ornait le mur d'Ada de cette exposition, une peinture à l'huile de Paul Klee. Sumpflegende, la légende du marais, est une peinture à l'huile de Paul Klee, c'est même une de ses premières œuvres. Elle appartient à la série des paysages cosmiques, où Paul Klee exprime une vision symbolique de la nature.
Les formes s'agencent naïvement dans des tons abstraits, dominés par un jaune-vert sulfureux contrastant avec du violet. Les personnages, le personnage en l'occurrence, s'intègre pleinement au décor fantastique, devenant lui-même un élément naturel. Cette peinture appartenait à Sophie Lisitzky, une historienne de l'art, l'épouse du peintre Lisitzky, et elle avait été prêtée par sa propriétaire au musée provincial de Hanovre. C'est là qu'elle est confisquée en 1937. Elle est diffamée dans l'exposition de Munich. Elle est ensuite vendue par l'intermédiaire du marchand d'art Hildebrand Gurlitt. Elle passe de main en main et finit par être achetée en 1982 par un musée de Munich et une fondation privée. Et c'est ce qui mène à une affaire complexe de restitution, puisque les héritiers de la propriétaire ont entamé, à partir de 1992, une démarche pour obtenir la restitution de l'œuvre volée, donc en 1937. Euh, Cette démarche, dans un premier temps, n'a pas abouti, les autorités munichoises faisant valoir la prescription trentenaire en vigueur à l'époque, après l'adoption de la déclaration de Washington de 1998 qui préconise un traitement juste des héritiers des propriétaires spoliés. Eh bien, l'on a remarqué à Munich que cette déclaration ne pouvait pas, qui n'est d'ailleurs pas contraignante, mais elle ne pouvait pas s'appliquer au cas d'espèce, étant donné qu'il s'agissait d'une fondation privée et pas d'un établissement public. Finalement, un accord a été trouvé après 20 années de tractation, accord au terme duquel la ville de Munich a conservé l'œuvre et les héritiers des propriétaires ont été indemnisés. Ce tableau illustre donc bien le destin des œuvres qualifiées d'art dégénéré. Avant même la confiscation systématique des œuvres proscrites, plusieurs musées avaient ajusté leur collection, dirons-nous, à l'idéologie nazie. Dans certains cas, des œuvres avaient été retirées des salles d'exposition et rangées dans les réserves de façon à échapper au regard. Dans d'autres cas, des œuvres ont été, lorsque c'était juridiquement possible, mais c'est devenu juridiquement possible justement durant la période nazie, des œuvres ont été vendues ou échangées contre d'autres. Et dans le courant des années 30, il y a eu à plusieurs reprises, dès 1933 à Dresde et à Mannheim, il y a eu à plusieurs reprises des expositions de ces œuvres proscrites, de ces œuvres maudites, de ces œuvres que l'on commence à appeler dégénérées. À partir de l'automne 1937, donc à partir de l'exposition de Munich, les musées ont été contraints de documenter l'acquisition des œuvres saisies. Il a fallu fournir des informations pour discréditer les anciens dirigeants des musées qui avaient acheté les œuvres en question et alimenter ainsi la propagande du régime. On a exigé d'indiquer le prix d'achat de façon à pouvoir présenter ces prix comme excessifs. Donc, on peut estimer que près de 20 000 œuvres issues d'une centaine de collections publiques ont été ainsi concernées et confisquées par la commission présidée par Ziller. Ce tableau de Picasso est lui aussi marqué par une histoire mouvementée. Il avait été acheté par la Société des Amis de la National Gallery de Berlin en 1930. Et durant les années 30, alors que montait le nazisme, et puis ensuite, une fois le nazisme installé au pouvoir, alors que se développait la campagne contre l'art dégénéré, la Société des Amis du musée de Berlin, donc, a vendu quelques-uns des tableaux qu'elle possédait et a caché ce tableau-là dans les coffres de la banque Thyssen, ce qui lui a permis de survivre aux confiscations de 1937. Après la vente aux enchères de 1939, lorsque l'on vend des œuvres d'art dégénérées euh, sur le marché par l'intermédiaire des marchands d'art, et notamment dans l'espèce Karl Buchholz, le tableau a été acheté par le peintre Theodor Werner, qui était un admirateur de Picasso. Werner qui a collectionné, qui a constitué une collection d'œuvres de Picasso et de Juan Gris, qu'il a légué au musée de Munich. Ce tableau, livre, Compotis et Mandoline, entre dans la collection publique bavaroise en 1974.
Donc un tableau qui a échappé à la diffamation en étant caché par ses propriétaires, puis ensuite vendu. Les musées allemands ont donc subi d'importantes pertes en art moderne durant les années 30. De nombreuses œuvres ont été dispersées, vendues, comme on va le voir, des œuvres parfois présentes depuis longtemps dans les collections, comme L'Acrobate et le jeune Harlequin de Picasso, première œuvre de Picasso euh, présentée dans une collection publique au monde, après de Wuppertal. Certains conservateurs ont activement collaboré avec le régime en aidant à constituer des collections conformes à l'idéologie du Führer. Et ces conservateurs, après la guerre, ont cherché à se distancier du régime en mettant en avant leur soutien ancien à l'art moderne. Beaucoup ont adopté le récit selon lequel les défenseurs de la modernité ne pouvaient être des collaborateurs du régime nazi. Pourtant, la plupart de ceux-ci se sont montrés réticents à racheter les œuvres confisquées, et c'était possible après la guerre. Ils ont préféré investir dans l'art abstrait des années 50 et 60 de façon à renforcer leur image de progressistes. Donc, des œuvres ont subi le sort de la peinture de Paul Klee que l'on a vu, d'autres ont bénéficié, si l'on peut dire, du scénario Picasso, c'est-à-dire qu'elles ont été de façon diverse mises à l'abri, cachées, protégées. C'est le cas de cette peinture d'Oskar Kokoschka. Cette œuvre emblématique de Kokoschka est un portrait d'Elisabeth Reitler, une Viennoise proche du cercle de Karl Kraus. Elisabeth Reitler s'était montrée un ferme soutien de Kokoschka dans les débuts de sa carrière. Ici, l'artiste déploie son style expressionniste en donnant à son modèle des épaules tombantes, en représentant un corps étroit, en utilisant des couleurs appliquées avec finesse, tout ce qui permet de créer une tension. L'expression du visage qui est crispée, la gestuelle des mains qui est vide, traduisent une forme d'introspection ou de fragilité psychologique. Loin des conventions académiques, Kokoschka cherche à exprimer l'intensité émotionnelle de ses modèles plutôt que leur seule apparence. Il y a un point commun entre cette toile de Kokoschka et la toile de Picasso qu'on vient de voir, c'est que cette toile-là a été préservée, elle aussi, de la destruction en étant cachée, et elle est réapparue en 1988 en étant achetée par un musée de Wuppertal. Mais en fait, beaucoup ont connu le sort du tableau de Paul Klee, exposé à Munich en tant qu'art dégénéré. Elles ont été ensuite déclarées exploitables à l'international et vendues au moment de la vente aux enchères de Lucerne en 1939. Cette œuvre d'Emile Nolde, Rencontre sur la plage, est un témoignage tout à fait net de l'art de Nolde, dans son style expressionniste. Ce qui transparaît pleinement dans cette scène de bord de mer où les figures semblent sculptées par la lumière et par le vent. Émile Nolde est fasciné par les paysages marins. Il leur confère un rôle aussi essentiel que celui des personnages. Les couleurs intenses, les formes expressives créent une atmosphère mystérieuse et dynamique, caractéristique de son style. L'intérêt de Nolde pour les cultures extra-européennes influence son approche picturale et la manière dont il représente les figures humaines. Cette rencontre sur la plage illustre le talent d'Emile Nolde pour insuffler une intensité dramatique à des scènes apparemment simples. Cela souligne le rôle majeur de Nolde dans l'expressionnisme allemand. Cette toile a connu le parcours de bon nombre d'œuvres d'art dégénéré, exposée à Munich en 1937, vendue à Lucerne en 1939. Elle a été acquise par un collectionneur danois. Round 2 Construction est une œuvre phare de l'artiste L. Lissitzky qui a initié un mouvement portant le nom de Praun, justement, pour fusionner peinture et architecture en une nouvelle expression artistique. Le nom de ce mouvement, Praun, est un acronyme pour Projet pour l'affirmation du nouveau. On voit une composition abstraite où des formes géométriques flottent dans un espace indéfini, défiant perspective et gravité. Euh, c'est une œuvre qui est réalisée avec un mélange d'huile, de papier et de métal sur panneau. C'est une œuvre avant-gardiste qui, dans l'esprit de son auteur,
cherche à moderniser l'art et la société. Le travail de Lissitzky a marqué le constructivisme et le design graphique en inspirant une esthétique nouvelle, radicale. L'œuvre a connu le parcours commun à bon nombre d'œuvres d'art dégénérées, c'est-à-dire qu'elle a été montrée dans l'exposition de 1937. Elle n'a pas participé à la vente aux enchères de Lucerne de 1939. Elle a été vendue directement au marchand d'art Buchholz, qui a pu ensuite trouver des acquéreurs. Cette huile sur toile est une œuvre emblématique de l'expressionnisme allemand. Elle traduit la vision singulière du peintre Max Beckmann sur l'espace et la réalité. Elle représente une cabine de bain, donc un lieu ordinaire, transformé en scène intense et profonde. L'artiste a choisi des formes anguleuses et une palette dominée par les verts et les ocres, ce qui crée une atmosphère vibrante et mystérieuse à la fois. La perspective compressée et les contours marqués renforcent une sensation d'enfermement fréquente dans l'œuvre de Beckmann. À travers cette peinture, Beckmann exprime une réflexion sur l'individu face à son environnement, la cabine devenant un symbole d'intimité et d'isolement. Le sort de l'œuvre est le même que celui de l'œuvre de Lissitzky qu'on vient de voir, c'est-à-dire que, il y a l'exposition Entartete Kunst de Munich en 1937. Ensuite, l'œuvre est vendue directement au marchand d'art Buchholz, qui se charge de trouver des acquéreurs. Il y a donc des trajectoires diverses pour les œuvres taxées d'art dégénéré. Qu'elles aient été cachées ou exposées, qu'elles aient été vendues ou à l'étranger ou pas, beaucoup ont été conservées et beaucoup se sont conservés jusqu'à nos jours. Et on peut donc les montrer dans les expositions rétrospectives comme celle que le musée Picasso a organisée au printemps 2025. Mais certaines œuvres ont tout bonnement disparu et ont vraisemblablement été détruites. C'est le cas d'une œuvre d'Autodix, La Tranchée. Autodix a participé au combat de la Première Guerre mondiale. Il a combattu sur différents champs de bataille, en Champagne, dans la Somme, en Russie. Et après la guerre, il a continué à témoigner de l'horreur de la guerre. Il a laissé de nombreux dessins, des aquarelles, des gouaches sur ce sujet et quelques œuvres, quelques grandes œuvres importantes sur ce thème de la guerre. Par exemple, il peint La Tranchée en 1918 dans un style presque abstrait. Euh, il rassemble en 1924 des eaux fortes dans un recueil qu'il appelle La guerre. Et il peint, à la fin des années 20, un grand triptyque intitulé La guerre, lui aussi, un grand, il mesure 2 mètres de haut sur 4 mètres 68 de large. Et on remarque que dans ce triptyque, Autodix a choisi une esthétique moins abstraite que dans la toile de 1918. Il y a ici une influence très nette du courant de la nouvelle objectivité. Mais en 1921, Autodix avait peint une œuvre intitulée La Tranchée, comme celle qu'il avait réalisée en 1918, mais dans un style différent, beaucoup moins abstrait. Cette œuvre, monumentale, 2,27 m de haut sur 2,50 m de large, cette œuvre avait été achetée par le musée Wallraf Richartz de Cologne et elle montre une représentation extrême de la Première Guerre mondiale que Dix avait vécue personnellement. Cette représentation-là a été honnie par les cercles nationalistes qui lui ont reconnu un caractère antipatriotique, parce que Autodix montre des soldats blessés ou morts et absolument pas des héros livrés à des actes patriotiques. Donc le tableau est mal vu avant 1933. On le qualifie dans certains cercles de sabotage de l'armée peint. Et à partir de 1933, évidemment, il va connaître les tribulations des œuvres d'art dégénéré. Il est présenté à Munich en 1937, il est déclaré exploitable à l'international, donc il est confié à un marchand d'art, Bernhard Böhmer, qui
est chargé de le vendre afin de procurer des recettes en devises à l'État nazi. Et à partir de là, on ne sait pas ce que cette peinture est devenue, on ne sait pas où elle se trouve, on ne sait même pas si elle existe encore. Il est probable qu'elle ait été détruite, en tout cas, il n'en reste qu'une photographie. Il est frappant de constater les similitudes qui existent entre l'œuvre perdue d'Otto Dix et le panneau central postérieur du triptyque de la guerre. Et si le triptyque n'a pas connu le destin de la tranchée, c'est que ce triptyque, qui n'a été présenté qu'une seule fois à Berlin en 1932, a été ensuite caché pour éviter la destruction. Plus de 20 000 œuvres d'art ont donc été définitivement bannies des musées allemands, retirées des collections, entreposées dans différents dépôts à Berlin, comme par exemple ici au château de Schönhausen. On reconnaît la prise de Chagall, on reconnaît ici l'acrobate et le jeune Harlequin de Picasso, il y a là la famille solaire de Picasso, dont on va parler dans un instant. Ces œuvres ayant été confisquées attendent qu'on statue sur leur sort. Que faire? Et l'idée vient à Joseph Goebbels d'utiliser ces œuvres confisquées pour en obtenir une opportunité de profit. On peut les vendre. Ce sont des œuvres d'art dégénérées, donc on ne va pas les vendre en Allemagne. On peut les vendre à l'étranger, à ceux qui voudront acheter ces œuvres-là à l'étranger. Il y en aura bien quelques-uns. Ce qui permettra d'obtenir, en contrepartie de la vente, une entrée de devises en Allemagne, ce qui favorisera le fonctionnement de l'économie allemande que l'on est en train d'organiser sur le pied de guerre. Donc la commission Ziegler, qui avait été instituée pour trier parmi les œuvres confisquées celles qui sont exploitables à l'international, eh bien, cette commission Ziegler va s'adresser à des spécialistes de la vente des œuvres d'art sur le marché, ce qu'on appelle les marchands d'art, des galeristes éventuellement, des marchands d'art qui vont être les interlocuteurs du régime nazi pour la vente de ces œuvres. Il y en a quatre essentiellement qui sont retenus: Karl Buchholz, Ferdinand Müller, Bernard Böhmer et Hildebrandt Gurlitt. Alors, ces marchands d'art ont une position tout à fait intéressante. Ce sont des gens qui sont réputés, qui ont des contacts internationaux, qui vont pouvoir trouver des acquéreurs, de gré à gré, selon différentes formules, éventuellement avec une vente aux enchères. Mais ce sont aussi des marchands d'art qui ont leurs propres intérêts, leur propre clientèle, et qui vont pouvoir utiliser la position officielle, au fond, qu'ils ont acquise pour capter quelques-unes des œuvres, non pas confisquées au musée, mais quelques-unes des œuvres spoliées à des collectionneurs privés, à des propriétaires privés. Il y en a beaucoup en Allemagne et il y en aura beaucoup après le début de la guerre dans les régions occupées, en particulier en France. Et donc ces œuvres spoliées vont être traitées aussi par les marchands d'art, mais ce n'est pas une situation vraiment comparable à celle des œuvres confisquées à des musées allemands. Le, le- la commercialisation des œuvres implique que l'on ait des listes précises d'œuvres, donc susceptibles d'être vendues à l'international. La commercialisation des œuvres implique aussi qu'on tienne des registres de ce qui se passe, quelles œuvres seront vendues, à quel prix, à qui. Et il est parfois difficile de reconstituer vraiment le parcours de ces œuvres. Donc il y a des transactions de gré à gré, des œuvres confisquées aux musées allemands ou des œuvres spoliées, et puis il y a des ventes aux enchères, une notamment à Lucerne en Suisse en 1939. Voilà la page de titre du catalogue qui est publié à cette occasion: Peinture et sculpture des maîtres modernes venus des musées allemands. Cette vente aux enchères permet de régler le sort de, par exemple, la prisée de Chagall, dont nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce que cette vente aux enchères est un grand succès? Non. Les œuvres trouvent preneur, c'est certain, mais à des prix qui sont bien souvent inférieurs, voire très inférieurs à ce que l'on pouvait en attendre. Et pourquoi? Eh bien parce que beaucoup d'intervenants sur le marché de l'art jugent, disons, un petit peu immoral, au fond, ces méthodes, et donc préfèrent ne pas acquérir, préfèrent ne pas surenchérir, préfèrent ne pas acheter. C'est en effet un véritable dilemme moral qui se pose. Faut-il acheter ou faut-il ne pas acheter? Faut-il boycotter? Faut-il ne pas boycotter? C'est une question qui se pose à tous ceux qui interviennent sur le marché de l'art. C'est une question qui se pose aux musées notamment. Et par exemple, c'est une question qui est envisagée
sereinement et clairement par les musées de Liège, en Belgique. Donc voilà quelques-uns des administrateurs. On ne voit pas sur la photo le principal de ces administrateurs des musées de Liège qui s'appelle Jules Bossement. Et donc, Jules Bossement et ses collaborateurs euh, adoptent la position suivante. Évidemment, il y a des hésitations morales, des scrupules que l'on peut avoir face à la vente aux enchères de Lucerne. Mais accepter d'acheter, c'est d'une certaine façon un geste politique qui consiste à affirmer la résistance face à l'oppression, qui consiste à affirmer la liberté d'expression. C'est exactement ce que Jules Bossement dit dans le discours qu'il prononce lorsque les tableaux arrivent à Liège. Il ne faut pas considérer seulement la possession matérielle des œuvres, il faut aussi défendre des valeurs fondamentales. Et donc, les musées de Liège acquièrent toute une série d'œuvres magistrales, comme par exemple des œuvres de Gauguin, de Kokoschka, de Max Liebermann, de Franz Marc, et bien sûr, la famille solaire de Picasso. La famille solaire est une grande toile de Picasso qu'il réalise en 1903 pendant sa période bleue, la période bleue qui est caractérisée par des tons froids et une atmosphère mélancolique. À l'époque, Picasso est revenu à Barcelone, il a vécu quelques années à Paris, il va s'installer définitivement à Paris en 1904, et donc à Barcelone, il est confronté à des difficultés financières, ce qui l'amène à proposer à son tailleur, Bennett Solaire, de peindre un portrait en échange de quelques costumes. C'est ce que nous avons sous les yeux. L'œuvre représente donc la famille Solaire, les deux parents et les quatre enfants, qui pique-niquent après une partie de chasse, semble-t-il, puisqu'il y a au premier plan un lièvre mort et sur la droite un fusil. La composition, le fond uniforme, tout cela fait penser à ce que pourrait être une photographie de studio, où les personnages sont souvent figés et distants. Les regards absents et l'ambiance pesante traduisent une profonde solitude qui est tout à fait typique de la manière de Picasso durant cette période bleue. Le problème, c'est que la toile que Solaire reçoit, en contrepartie des costumes qu'il livre à Picasso, cette toile ne lui plaît pas beaucoup. Et donc, il va demander à un autre peintre de modifier l'arrière-plan, un autre peintre qui va donc ajouter un arrière-plan boisé. Lorsque Picasso revoit ce tableau quelques années plus tard, il décide de le retravailler et de lui donner ce qu'on voit là, c'est-à-dire un fond bleu-vert uniforme. L'œuvre, donc, illustre parfaitement la sensibilité de Picasso durant sa période bleue, exprimant mélancolie et isolement à travers des compositions épurées et des tonalités froides. Alors, cette œuvre connaît le sort des autres œuvres d'art dégénéré, c'est-à-dire qu'elle est mise en vente à Lucerne lors de la vente d'art dégénéré organisée par les nazis. Cette œuvre est donc achetée par la ville de Liège avec quelques autres, comme on l'a vu. Euh, Elle rejoint les collections du musée de Liège où elle est exposée aujourd'hui. Les marchands d'art ont donc joué un rôle majeur dans la commercialisation des œuvres d'art dégénéré exploitables à l'international. C'est le cas en particulier d'Hildebrand Gurlitt. Hildebrand Gurlitt a donc jouer le rôle d'intermédiaire entre le régime nazi et les acquéreurs des œuvres jugées exploitables à l'international. Gurlitt, comme ses confrères, s'était forcé de trouver des acquéreurs. Gurlitt a utilisé, comme ses confrères, sa position officielle pour capter des œuvres spoliées qui s'est efforcé de vendre ici ou là, comme l'ont fait ses confrères, mais peut-être à la différence de quelques-uns de ses confrères, Gurlitt a conservé pour lui une partie non négligeable des œuvres confisquées aux musées allemands, spoliées à des collectionneurs privés. Il s'est constitué une collection d'œuvres, donc tout à fait importante, qu'il a cachée, qu'il a maintenue dans une opacité, dans une obscurité complète jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort en 1956 et son fils et héritier a fait de même jusqu'en 2012.
jusqu'en 2012 en effet, lorsque un contrôle fiscal a permis de découvrir dans les différentes résidences du fils Gurlitt, donc qui s'appelait Cornelius Gurlitt, découvrir dans ces résidences plus de 1500 œuvres, dont la plupart avaient été soit spoliées, soit confisquées. Et donc, il y a eu ensuite de longues tractations pour savoir que faire de cette collection Gurlitt, d'autant que Gurlitt avait légué sa collection au musée de Berne. Tout cela a soulevé beaucoup de difficultés juridiques, éthiques, morales. Et donc, l'affaire Gurlitt reste un symbole des défis liés à la restitution des biens culturels et à la mémoire historique. Évidemment, Gurlitt n'est pas le seul à avoir été euh, capable de conserver pour lui des œuvres confisquées ou spoliées. Il y a quelques exemples qu'on peut mentionner. Ici, il s'agira d'œuvres spoliées et pas d'œuvres confisquées des musées et des œuvres spoliées en Autriche et en France. On peut citer donc le cas du portrait d'Adèle Bloch-Bauer de Gustav Klimt, qui avait été spolié donc à son propriétaire et qui n'a été restitué à l'héritière de ce propriétaire que très tardivement, après une longue bataille juridique contre l'Autriche. Un cas similaire est constitué par le profil bleu devant la cheminée d'Henri Matisse. C'est une œuvre qui était la propriété du marchand d'art parisien Paul Rosenberg. La collection de Rosenberg a été spoliée donc durant l'occupation. Plusieurs œuvres célèbres ont été ainsi concernées. On a parlé du nu assis s'essuyant le pied tout à l'heure. Et ça a été le cas aussi de ce profil bleu devant la cheminée. Et l'histoire est intéressante parce que l'œuvre avait disparu, on ignorait sa localisation en 2012, lorsque une exposition a été organisée à Paris, Matisse, Père et série, et on a vu figurer dans cette exposition précisément cette œuvre-là, qui était en 2012 propriété d'un musée danois, qu'il avait en toute innocence, qu'il avait prêté au Centre Pompidou à Paris pour cette exposition. C'est une œuvre qui avait été prêtée à de nombreux musées antérieurement. Mais là, elle a été repérée par les héritiers de Paul Rosenberg, qui ont donc introduit une procédure pour récupérer l'œuvre, ce qui s'est fait en 2014. Donc, à partir de 1933, nombre de musées allemands sont purgés de leurs œuvres d'art dégénérées. Ces œuvres sont présentées dans des expositions un peu partout en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. La plus célèbre de ces expositions est celle de Munich en 1937. En 1938, une sélection est opérée parmi les œuvres d'art dégénérées. Certaines sont jugées exploitables à l'international. On les vend donc à Lucerne en 1939 sans grand succès. La plupart de celles qui ne sont pas vendues en Suisse sont confiées à des marchands d'art qui les négocient auprès de musées ou de collectionneurs ou qui les gardent pour eux, comme on vient de le voir. Et celles qui ne sont pas vendues sont entreposées ou détruites délibérément. Elles sont entreposées dans des lieux situés dans des villes qui subissent les bombardements en 1944 et 1945, et donc beaucoup disparaissent de cette façon aussi. C'est le cas de celles que nous voyons là, des œuvres de Karel Nistrat et d'Emmy Roder, que l'on croyait perdues, disparu et qui en fait étaient dans des entrepôts qui ont été bombardés. Et des travaux de construction d'une ligne de métro en 2012 ont permis de les découvrir, du moins ce qu'il en restait, du moins leurs vestiges.